Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre formation Python. Je suis DevJM et aujourd'hui nous allons voir ensemble trois différents types de structures conditionnelles, notamment les structures if, try and match, qui, comme le nom l'indique, vont nous permettre d'apporter des instructions et des conditions lors de l'exécution de nos futurs programmes. Ceci étant, nous pouvons débuter notre séance. Durant l'épisode précédent, nous avons eu à voir les différents types de variables qu'on retrouve en Python. Nous avons vu notamment les variables texte ou chaîne de caractères, les variables entières, les variables réelles et les variables booléennes, qui chacun ayant leur particularité dont nous avons pleinement cité dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, nous allons donc débuter notre programme par la structure conditionnelle. Ceci étant, nous pouvons déjà nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'une structure conditionnelle. Logiquement et d'après une définition très simple, une structure conditionnelle est tout simplement un concept fondamental en programmation qui permet à un programme d'exécuter différents blocs de code selon qu'une ou plusieurs conditions sont vraies ou fausses. En outre, ici, nous exécutons des blocs d'instruction en fonction d'une condition passée en entrée. Et si cette condition est vraie ou fausse, nous pourrions avoir deux différentes exécutions. Nous pouvons avoir des exécutions différentes. Au cours de cet épisode, comme mentionné plus haut, nous aurons à parler de la structure if, la structure try, la structure match, et nous verrons la particularité de chacune d'elles et à quel moment nous pouvons utiliser l'une ou l'autre. Désormais, passons maintenant par la structure conditionnelle if. Déjà, la structure conditionnelle if se démarque des autres avec une structure assez algorithmique, car il est question ici de comprendre que lorsqu'on utilise une structure if, qui est encore l'équivalent d'un si pour les gens qui font algorithmique, nous prenons d'abord une condition logique. C'est-à-dire que nous pouvons avoir une comparaison ou tout simplement une valeur booléenne qui répondant par des valeurs vraies ou fausses, au cours duquel, si la condition est validée, c'est-à-dire retourne vrai, nous aurons une exécution du bloc de code prévu à cet effet. Dès lors, si nous avons une condition qui n'est pas respectée et que à la suite de notre structure if, nous avons prévu des if, c'est-à-dire d'autres conditions, nous allons directement passer à cette dernière pour pouvoir tester si cette autre condition est aussi validée. Sinon, nous allons répliquer comme ça là jusqu'à atterrir à la fin au dernier if que si lui aussi n'est pas validé, nous tombons au else. Le else ici faisant référence au sinon, le cas par défaut, le cas où aucune des conditions citées plus haut n'a été exécutée, va donc ici recenser tout bloc de code dont l'exécution est prévue pour s'enclencher uniquement si aucune condition au préalable n'a été exécutée. Par contre, dès lors qu'une condition est validée, c'est-à-dire que la condition est retournée comme étant vraie, nous aurons donc à exécuter, comme j'ai dit plus tôt, l'ensemble du bloc de code prévu à cet effet et ensuite nous sortirons directement de la structure. Ainsi, voici une petite illustration dans laquelle je vous montre comment est-ce que vous pourriez facilement utiliser la structure if dans un programme. Ici, nous prenons donc des variables x, y auxquelles on affecte les valeurs respectives 5 et 10. Nous testons pour le premier if si x est bien égal à 5. Dans le cas contraire, if on aura l'exécution du else. Pareil pour le second, nous testons si y est égal à 5. Dans le cas contraire, nous aurons une exécution dans le else.
Dès lors, nous pouvons déjà dire que la structure if est une structure qui fonctionne purement de façon algorithmique et qui prévoit normalement des conditions pour pouvoir s'exécuter. Maintenant, passons à la structure conditionnelle try. Dans cette structure, il est plus question de tester des conditions, mais plutôt de tester un ensemble d'exécutions. Plus simplement, dans le try, nous avons d'abord le mot-clé try qui va se suivre d'un bloc de code. Ce bloc de code ou encore d'instruction fonctionnera uniquement si toutes les exécutions ne rencontrent aucune erreur. C'est-à-dire que nous pouvons dire, c'est-à-dire que ici, l'exécution se déroule sans mal, sans avoir à être bloqué à cause d'un bug ou d'une quelconque erreur. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où nous rencontrons une erreur lors de l'exécution, nous parcourons maintenant la liste de nos différents exceptions ou encore de nos excepts et nous vérifions si l'erreur rencontrée est citée plus bas. Dans le cas où l'erreur est citée, nous exécuterons directement le bloc de code prévu à cet effet. Ça peut être une mention d'erreur ou quelconque autre forme d'exécution, prévoyant ainsi de pouvoir poursuivre notre programme sans avoir à interrompre brutalement nos exécutions. Aussi, nous avons la possibilité d'ajouter un else dans lequel, si aucune exception n'est citée, c'est-à-dire si aucune erreur est recensée, elle s'activera automatiquement, prévoyant ainsi de pouvoir s'exécuter uniquement dans le cas où aucun except ou encore aucune erreur n'est signalée. Et nous avons un cas particulier ici d'un finally qui, lui, a pour rôle d'apporter une conclusion à notre structure. C'est-à-dire, peu importe le cas de figure, nous aurons toujours à exécuter le finally comme étant une conclusion. Dès lors, voici une petite représentation simplifiée de comment est-ce que vous pouvez utiliser le try except dans vos programmes. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de remplacer les différents statements par vos instructions ou même encore par vos blocs de code. Peu importe. Maintenant, à la troisième et dernière structure conditionnelle de cet épisode, qui n'est autre que la structure match. La structure match, contrairement à ses confrères, se distingue par le cas de figure où lui, il ne teste pas ni une instruction, ni un bloc de code, ou même encore, il ne prend pas des valeurs vraiment booléennes, mais plutôt il teste le contenu de variables. C'est-à-dire que quoi? Ici, nous passons en entrée une variable avec une valeur. Cette valeur va maintenant être testée dans chaque case pour voir si elle a été mentionnée. Dans le cas où le case ne possède pas effectivement la valeur de la variable, nous passerons directement au prochain case, ainsi de suite, jusqu'à tomber au niveau du case underscore 2 points. Je le mentionne particulièrement car le case a la particularité de fonctionner exactement comme un else, comme un sinon. C'est-à-dire que quoi? Il s'exécute ici là uniquement en cas où aucun case précédent n'a été validé, c'est-à-dire aucune des valeurs mentionnées plus haut ne correspond à la valeur de la variable passée dans le match. Ainsi, nous pouvons donc dire que ce dernier représente l'équivalent d'un is ou d'un sinon pour le cas de la structure match. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons à la fin un finally qui, comme avec les autres structures, s'exécute peu importe ce qui s'est passé dans notre structure match. Ainsi, pour appuyer un peu plus mes propos, voici une petite illustration de comment est-ce que vous pouviez à votre tour utiliser la structure match pour pouvoir implémenter ça dans vos différents programmes. Dès lors, c'est ainsi que s'achève la présentation. Il ne reste donc plus qu'à passer à l'action. Bon, maintenant, nous entamons la phase pratique de cet épisode spécial. Nous avons vu déjà lors de la présentation la structure if, la structure try, la structure match. Et on a vu que la structure if fonctionne comme le terme logique du si, sinon, pour les gens qui connaissent en algorithmique,
avec des conditions répondant par vrai ou faux. On a vu que pour la structure try, il était plus question ici de tester un ensemble d'instructions et de voir s'il y a des erreurs potentielles qui sont relevées lors de l'exécution. Et enfin, nous avons vu que la structure match, lui, il se charge plutôt de tester le contenu de variables et en fonction duquel nous pouvons avoir un ensemble d'exécutions du cas 1 au cas 2 jusqu'au cas par défaut dans lequel aucune des cases citées plus haut n'a été exécutée. Ainsi, commençons d'abord par notre structure if. Disons, on veut réaliser un programme qui nous permet de pouvoir tester l'âge passé en entrée d'un utilisateur. Dès lors, nous récupérons d'abord l'âge avec la fonction input et nous utiliserons ensuite la fonction in pour convertir ces dernières en entier. Par la suite, nous aurons à mettre le mot-clé if suivi de la condition âge, on pourrait dire supérieur à disons 19 pour une exécution du style affiché, vous êtes majeur. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si la personne qui teste notre programme a un âge inférieur à 19, nous pourrions donc afficher vous êtes mineur. Bien sûr, vous pouvez utiliser ça comme vous voulez avec le formatage de texte F-string que nous avons vu lors du deuxième épisode. Mais à ce niveau, nous pouvons d'abord laisser cela et passer directement à l'exécution. Bon, moi je vais tester directement mes programmes via le terminal du PowerShell, mais vous pouvez tester ça via le terminal de VS Code si vous le voulez, ou le terminal de PyCharm. Ça ne pose aucun problème. Donc, pour l'exécution via un terminal autre, nous commençons d'abord par entrer le mot-clé Python, suivi du chemin d'accès pour accéder à l'épisode, pour accéder au programme Python en question. Ici, moi j'ai appelé mon fichier épisode 3.py. Si je lance l'exécution, on me demande d'entrer mon âge. Supposons que j'entre 20, ou dire 20 ans. Si je valide, on écrit « Vous êtes majeur ». Par la suite, si je relance mon programme et que j'entre plutôt une valeur inférieure, disons 18, on affiche « Vous êtes mineur ». Et encore, on pourrait améliorer notre programme en y ajoutant d'autres conditions. Par exemple, si on veut prendre le cas particulier que la personne a net 19 ans, on y ajoute un if suivi de âge égal à 19. De là, nous pouvons avoir un print dans lequel nous affichons félicitations. Vous venez de devenir majeur, par exemple. Oui, pourquoi pas. Et si on réexécute notre programme et que nous entrons la valeur 19, on a effectivement notre message « Félicitations, vous venez de devenir majeur ». Ainsi, vous pouvez déjà voir que, peu importe si j'entre une valeur supérieure, c'est cette condition qui sera considérée comme vraie et c'est seulement cette partie de mon programme qui s'exécutera. Par contre, si c'est plutôt cette qui est considérée vraie,
on aura seulement l'exécution de celui-ci, ainsi de suite, jusqu'à le cas où aucune des conditions mentionnées plus haut a été validée. Et dans ce cas, c'est plutôt celle qui se trouve dans le if qui sera exécutée. Dès lors, nous comprenons déjà que la structure conditionnelle, le if, fonctionne un peu sur la base du si sinon. C'est-à-dire que dans le cas où la condition est vraie, on exécute le bloc d'instruction. Mais dans le cas où la condition est fausse, on exécute plutôt le bloc d'instruction prévu dans le cas par défaut. Maintenant, nous passons à la structure conditionnelle try except. Je le rappelle, le try except fonctionne un peu comme une sorte de débugage, c'est-à-dire que lui, il ne prend pas en entrée une condition répondant par vrai ou faux, mais plutôt un ensemble de programmes, et un ensemble d'instructions. Et généralement, il est constitué de... Bon, je peux d'abord mettre ici la passe pour qu'on n'a pas de bug. Passe étant une propriété Python permettant de pouvoir bloquer ou du moins pouvoir signaler à Python qu'on n'a pas d'instruction prévue à cet effet, mais nous ne souhaitons pas que tu bugs. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons d'abord le try, le mot-clé, ensuite nous avons un except dans lequel nous allons citer des erreurs potentielles. Pour ce petit programme, nous pourrions faire par exemple un programme permettant de dire si une valeur est un diviseur de 144, pourquoi pas. Déjà, on va donc écrire une variable, disons A, et on demande, comme tout à l'heure, à l'utilisateur d'entrer une valeur avec la fonction input. Ensuite, au niveau de notre try, nous allons ici là tester si cette valeur est bel et bien égale à 0. On pourrait par exemple écrire ici reste égal à 144 modulo A. Je tiens à préciser ici que pour ceux qui n'ont pas de notion algorithmique, le modulo est en fait une fonction mathématique qui permet de pouvoir déterminer le reste d'une division euclidienne, c'est-à-dire une division n'admettant pas de partie décimale. Et à l'issue en fait de cette division, si notre reste est bel et bien égal à 0, c'est-à-dire que nous avons ici une division parfaite sans reste, nous pourrions donc conclure avec un printf, que la valeur A, F, la valeur entre accolades A, est bien un diviseur de 144. Bien sûr, vous aurez aussi pu demander à l'utilisateur d'entrer une valeur B et ensuite vous mettez le B là comme étant modulo A, ainsi de suite. Mais pour ce petit exemple, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Donc, et sinon, else, le point, on dit print la valeur, ou plutôt la valeur A, encore, n'est pas un diviseur de 144. Ok. Maintenant, posons-nous et réfléchissons un petit peu. D'accord? J'ai mis reste de 144 modulo A. Dans le cas où le reste est bel et bien égal à 0, nous disons que la valeur A est un diviseur de 144. Et dans le cas contraire, ce n'est pas un diviseur. Mais nous ne sommes pas à l'abri qu'une personne décide de passer par exemple comme valeur 0, ce qui causerait un bug car on ne peut pas faire la division d'un nombre par 0. Dès lors, nous pourrions donc prévoir à cet effet une exception dans ce cas de figure, car l'erreur division par 0, mentionnée encore sous le nom Zero Division Error, est justement en fait une erreur typique qu'on rencontre dans ce cas de figure.
Ainsi, nous pourrions tout simplement dire que on ne peut pas diviser un nombre par 0. Par exemple, nous pourrions aussi avoir le cas où tout simplement que l'utilisateur passe une valeur qui n'est pas un entier, mais qui est plutôt un réel ou une chaîne de caractères. Mais dans le cas là, nous aurons directement une erreur à ce niveau, car la fonction int ne prend en entrée que des valeurs chaînes de caractères n'étant sous la forme d'un entier. C'est-à-dire que dès lors que l'utilisateur passera une valeur qui soit une chaîne de caractères ou autre, mais qui n'est pas sur le format entier, il sera directement mentionné. D'où le fait que je ne vais pas vraiment vouloir mentionner cette erreur. Mais pour votre documentation, cette erreur se nomme le values error. En tout cas, exécutons déjà ce petit programme pour pouvoir voir ce que ça nous donne. Laissez-moi un peu nettoyer mon terminal. Ok. Je place ça correctement et on lance l'exécution. À ce niveau, on nous demande d'entrer une valeur. Disons que j'entre une valeur, la valeur 0. On dit on ne peut pas diviser un nombre par 0. Maintenant, relançons le programme et décidons de passer, disons, 2. On nous affiche la valeur 2 est bel et bien un diviseur de 144. Relançons le programme. Essayons de passer cette fois-ci une valeur 13. Et on dit la valeur 13 n'est pas un diviseur de 144. Bien sûr, si j'avais eu à prendre juste cette partie de mon code, CTRL X, sans avoir à mettre dans le try, ok, laissez-moi un petit peu résoudre ce problème de tabulation. Ok. Disons que j'entre 0 comme valeur. Vous voyez, on marque directement l'erreur et on me signale ici Zero Division Error Integrate Modulo by 0. En français facile, il s'agit ici là de préciser qu'on ne peut pas faire le modulo d'un nombre si cette valeur est 0. D'où le fait est que en fait, ce que je veux vraiment vous montrer ici, c'est que pour ceux qui s'exercent régulièrement, que ce soit avec des structures simples ou même des programmes simplifiés, vous avez déjà eu à rencontrer ce genre de formatage. C'est-à-dire que ici, on vous montre la position de l'erreur et on vous donne ici là le nom ou du type de l'erreur rencontrée. Vous pouvez donc déjà à partir de cela notez tous les différents types d'erreurs que vous avez l'habitude de rencontrer, que ce soit le Zero Division Error, que ce soit le Values Error. Et à partir de là, vous pourriez donc venir faire des exceptions dans votre programme. Car comme vous pouvez le constater, si j'avais mis ici un finally et que je exécutais mon programme, même le finally n'aurait pas exécuté parce que dès l'instant qu'il a rencontré cette erreur, il a interrompu brutalement mon programme. Par contre, dans le cas de figure où j'utilise plutôt, laissez-moi un petit peu décommenter tout ça, le try, je pourrais donc poursuivre l'exécution de mon programme tout en intégrant ces cas de figure. De plus, je souhaiterais, avant de passer à la prochaine structure, vous montrer un cas d'usage assez particulier mais aussi très pertinent du try except, qui n'est autre que l'exception has hit. En fait, il faut comprendre ici là que
La fonctionnalité du try except, comme je l'ai dit plus tôt, est de citer les différentes erreurs et en fonction de celles nommées, on pourra adapter une forme d'erreur ou un prototypage différent. Mais on ne peut pas recenser tous les cas d'erreur que nous pouvons rencontrer. Or, nous ne souhaitons pas volontairement avoir à interrompre à chaque fois notre programme parce que tel ou tel type d'erreur n'a été mentionné. D'où l'intérêt d'utiliser, à la place de tout un bagage d'erreurs, nous utilisons directement le exception as is. Ici, plus question de citer one by one toutes les erreurs possibles et imaginables que nous aurions à rencontrer. Nous pourrions tout simplement mettre ici la erreur 2 points et entre accolades nous mettons i. Dans ce cas, l'erreur ou le type d'erreur rencontré lors de l'exécution de mon programme se fera directement signaler et sera passé dans ma variable i. Ainsi, j'aurai donc, laissez-moi un peu le temps de nettoyer mon terminal. Si je relance et que je passe la valeur 0, vous voyez, on me marque directement l'erreur integrate modulo by 0, qui est l'erreur recensée lorsque on exécute un modulo avec une valeur 0. Et là, je pourrais en faire plein d'autres, c'est-à-dire plein de différents types d'erreurs précis. Vraiment, cette structure est pour moi la meilleure façon d'utiliser le try except dans vos programmes. Donc, je vous conseille très fortement. Ceci étant, nous allons donc passer à notre dernière structure conditionnelle qui n'est autre que la structure match. Déjà, la structure match fonctionne avec une variable, c'est-à-dire qu'il teste la valeur contenue dans une des variables, une des variables passées dans son entrée. Pour notre petit programme, disons que nous souhaitons réaliser un programme qui nous permet de vérifier si un produit appartient à notre catalogue ou à une catégorie de produits mentionnés, par exemple. Et là, je mets une variable fruit dont l'utilisateur passera en entrée. Genre, je fais peut-être la recherche d'un fruit précis. Je dis c'est la entrée, le fruit, le nom du fruit. Par la suite, je viens ici et je mets mon match, mot-clé, suivi de la variable fruit. Et je cite les différents cas, ou si vous préférez, les différentes valeurs possibles que ma variable peut avoir. Disons que l'utilisateur entre, par exemple, orange. Dans ce cas, on affiche tout simplement voici où c'est une orange. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre le anti-slash quand on veut mettre des codes dans un prix. Donc je dis ici là c'est une orange. Dans le cas où j'ai oublié de mettre le 2 points, bien respecter la syntaxe. On peut mettre un autre case, disons que cette fois-ci le fruit ça sera une banane, pourquoi pas. Et dans ce cas de figure, on affichera tout simplement c'est une banane. Ok. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre notre case underscore 2 points dans lequel nous mentionnerons le fruit ou tout simplement, pourquoi pas le fruit entre accolades fruit.
ne figure pas dans notre catalogue. Ok. Dès lors, nous pourrions lancer l'exécution. Bon, le finally, si vous voulez, on peut venir ici, on met finally, deux points, et on met ici là un print. Fin d'exécution, par exemple. Et là, nous sommes parés. Si on exécute maintenant notre programme, ok, on me dit qu'il y a une erreur. Bon, pour ne pas trop nous attarder sur ça, nous allons retirer ce finally et nous relançons. Mais sinon, l'erreur dit syntaxe error, c'est pour dire qu'il y a un problème avec l'écriture de ce finally. Bon, nous revenons dessus pour plus tard, mais d'ici là, poursuivons notre programme. Ici, on demande d'entrer un fruit. Entrons alors un fruit. Disons que nous entrons orange. On a donc ici, effectivement, c'est une orange. Si nous décidons d'entrer une banane, on aura aussi, c'est une banane. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Disons alors que maintenant, nous souhaitons voir le cas où la valeur ou le fruit passé ne figure pas. Entrons un peu mandarine. Et on a bien le fruit mandarine ne figure pas dans notre catalogue. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Comme mentionné plus tôt, nous avons donc pu avoir les trois structures conditionnelles les plus utilisées en Python, qui sont autres que la structure if, la structure try et la structure match. Nous avons vu pour chacun des cas l'un syntaxe et comment est-ce que nous pouvons l'utiliser. On a vu que la structure if fonctionnait avec des conditions, c'est-à-dire des tests logiques de retournant des valeurs vraies ou fausses. Ça peut être donc des booléens ou tout simplement des comparaisons, des comparaisons égalité, peu importe, du moment que la valeur retournée ne peut être que vraie ou faux, dans le niveau de nos conditions. Avec la structure try, nous avons vu que ça prenait plutôt en entrée un bloc de code. Ce code sera exécuté normalement et dans le cas de figure où nous rencontrons une erreur et que cette erreur a été citée plus bas dans les exceptions, nous enclencherons donc le bloc d'instruction prévu à cet effet. Et je vous ai même montré une structure assez généraliste que la majorité des devs Python utilisent pour pouvoir avoir à gérer ce cas de figure, peu importe l'erreur rencontrée. Et enfin, nous avons vu la structure match. Il est vrai que je n'ai pas encore pu corriger le problème du finally. Je pense qu'on peut achever notre épisode ainsi. Nous pouvons déjà dire comme bilan que nous aurons à voir les structures if, try, match. Nous avons vu le cas d'usage du if, le cas d'usage du try et le cas d'usage du match. Nous avons pu avoir quelles particularités à chacun d'eux et comment est-ce que nous pouvons les utiliser pour enrichir nos programmes. Ceci étant, nous passons maintenant à la phase de correction des bits. Dans l'épisode précédent, il était question de devoir corriger, de devoir faire une présentation simple. C'est-à-dire, vous pourriez avoir une présentation mettant en avant votre nom. Bon, moi, je vais mettre DevGM, tout simplement. Vos noms, votre prénom, votre âge,
disons 18 ou même 22, pourquoi pas. Ensuite, votre taille. Vraiment, tout ceci n'est pas obligatoire, mais juste pour vous dire que ce que j'attendais en fait de vous lors de cet exercice. Et vous pourriez même encore ajouter plein d'autres valeurs, vos références, votre classe, etc., etc. Le plus important était de pouvoir faire une présentation avec des variables complètes et utiliser lors de vos reprint la structure, une des structures de formatage qu'on a eu à voir, que ça soit F-string, le format, la méthode format, la méthode pourcentage ou encore même utiliser le template pour ceux qui ont fait des recherches, pourquoi pas. Mais, et donc à cette issue, si je dois faire une petite présentation, je dirais je suis entre accolades non, virgule, j'ai, on n'oublie pas le anti-slash pour éviter les erreurs, j'ai entre accolades âge, an, et je mesure, espace entre accolades, taille, centimètres. On exécute ceci. Laissez-moi d'abord nettoyer mon terminal. Et on a donc le message de présentation. Je suis d'LGM, j'ai 22 ans et je mesure 1,112 cm. Et vous aurez vu, on a eu une chaîne de caractères, par la suite un entier, par la suite un réel, et on pourrait continuer ainsi et suite jusqu'à ce que nous ayons même des booléens, etc. Ainsi, pour le prochain épisode, je vous demanderai d'augmenter votre programme. C'est-à-dire que vous pourriez par exemple ajouter une valeur booléenne du style single pour dire est-ce que vous êtes célibataire ou non, ou célib, pourquoi pas, célib, dans lequel vous mettrez tout simplement une valeur booléenne, que ça soit true ou false, et après vous allez utiliser une structure conditionnelle, par exemple le if, pour dire et pour compléter vos représentations en disant dans le cas où vous êtes effectivement célib, vous mettez et je suis célibataire. Dans le cas contraire, vous mettez je ne suis pas célibataire au moyen de if, c'est-à-dire que vous aurez deux prints possédant toujours une présentation complète, mais avec le cas de figure, dans le cas je suis célib et true, j'ajoute célibataire. Dans le cas où c'est false, j'ajoute marié, peu importe votre situation en fait, c'est pas important. Ce qui est important ici, c'est de pouvoir utiliser la structure if. De même, vous aurez à faire, dans le cas du try except, un petit programme, toujours dans le style de vérification. Vous pourriez ajouter ensuite à notre programme qu'on a fait pour pouvoir déterminer si un nombre est le diviseur d'un autre paramètre. Disons que est-ce que le nombre en question est par exemple un nombre premier, c'est-à-dire que c'est un nombre qui est divisible que par lui-même. On va éviter d'être compliqué pour les débuts. Profite seulement l'exemple de l'exercice et l'exemple du cours, et aussi de même pour le match. Vous aurez qu'à reprendre le programme que j'ai mis dans la présentation PowerPoint. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Déjà, je vous remercie pour ceux qui ont suivi cet épisode jusqu'au bout, et pour ceux qui sont venus en cours de route, je vous invite à devoir reprendre la formation depuis le début afin de ne pas vous perdre. Sur ce, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao, ciao.